Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission L'Actualité. Le Bénin, comme les États-Unis, vivent une crise sans précédent de leur démocratie. Ceci à des degrés différents au regard de la personnalité du dirigeant de chacun de ces pays, ce qui nous renvoie parfois à la notion d'homme fort en politique. Et pour en parler, nous recevons un invité, Paul-Marie Wessou. Il est spécialiste de la langue anglaise, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, dont les travaux de sa thèse portaient sur la gouvernance d'État. Nous parlerons également politique tout au long de cette émission. Le calendrier électoral est connu au Bénin. La Sénat l'a rendu public, Commission électorale nationale autonome. Et l'opposition prend les dispositions pour aller à ce rendez-vous. Elle décide de rester unie. Ainsi, un front pour la restauration de la démocratie a été créé à Cotonou. Nous reviendrons sur les temps forts de cet événement majeur de la politique béninoise. Et pour finir, nous resterons dans la même veine. 5 ans bientôt que Patrice Talon est à la tête du Bénin. Que pensent les Béninois? Les avis sont partagés. Vous allez les suivre dans la rubrique Les Faits. Voilà ce qui fait l'essentiel du menu de cette émission. Merci de nous recevoir. Taxée de désorganiser, de diviser, l'opposition béninoise a décidé de rester unie désormais pour aller à l'assaut de la présidentielle du 11 avril prochain. Ainsi, le Fonds pour la restauration de la démocratie a vu le jour réunissant le Parti Les Démocrates, la Dynamique unitaire pour le développement, la Dynamique Joël Aïvor et bien d'autres. Suivons les temps forts de cet événement. Entrée triomphale des présidents des partis de l'opposition béninoise. Nous sommes au siège du Parti Les Démocrates à Cotonou. Une salle de conférence prise d'assaut pleine à craquer par les partisans et curieux le temps d'une déclaration du collectif de l'opposition sous la bannière du Front pour la restauration de la démocratie. La mise en place de ce collectif composé des partis Les Démocrates, la Dynamique unitaire pour le développement, la Dynamique FJA et Grande Solidarité républicaine à quelques mois des élections présidentielles de 2021 est la réponse de l'opposition à un vœu cher des citoyens, celui de les voir unis. Le désir de notre peuple de voir les forces politiques de l'opposition regroupées, rassemblées en une force unique de synergie pour vaincre cette dictature qui s'est installée à la tête de notre pays. Ce désir est grand. Vous avez été nombreux, vous êtes nombreux nos compatriotes, de l'intérieur comme de l'extérieur, à souhaiter qu'enfin cette opposition soit unie pour que les objectifs soient réalisés. Il n'y a pas d'unanimité, d'unanimisme dans le monde, c'est vrai. Nous le savons. Mais nous devons tendre vers cela. Parce que c'est un désir populaire. Face à la gestion du pouvoir d'État du président Patrice Talon ces 5 dernières années, ces ténors de l'opposition, qui ont le vent en poupe, refusent de fléchir et de changer de paradigme dès le 6 avril prochain afin de mettre un terme à la souffrance des populations. Je voudrais personnellement avoir une pensée pour tous ceux qui, depuis 5 ans, sont restés debout dans leur métier et qui ont décidé malgré tout, malgré les risques, malgré les menaces, de chanter face à l'évangile de la peur, l'évangile de l'espoir. Je voudrais remercier tous ces citoyens braves, anonymes, agissant pour le compte de leur parti politique ou agissant individuellement
en raison de leur foi, que nous avons fondé un pays qui est bâti sur le droit, qui est bâti sur la justice, sur la fraternité, sur la solidarité et qui malgré tout se battent. Beaucoup parmi eux ne sont plus parmi nous, beaucoup sont en prison, beaucoup sont en exil. Je voudrais avoir une pensée pour eux, leur dire que notre devoir, toute génération confondue, notre devoir est de faire ensemble que cette flamme de la liberté, de la démocratie, de la fraternité, que cette flamme continue pour que nous rendions possible pour eux la liberté, qu'ils reviennent rejoindre leur famille, qu'ils reviennent rejoindre leur pays et qu'ils continuent de faire ce qu'ils savent faire pour que ce pays tourne normalement. Voilà pourquoi, malgré tout, des hommes et des femmes, nous avons choisi de ne pas plier le genou. Nous avons choisi de ne pas abandonner le pays. Nous avons choisi d'aller au secours du pays et de dire ce que ceux que nous combattons aujourd'hui eux-mêmes ont dit il y a quelques années. Chanter la démocratie, chanter la compétition, chanter la fraternité. Nous faisons la même chose parce que nous sommes persuadés qu'à notre place, ils auraient fait le même combat. Que jamais nous avons dit que ce pays ne sera soumis à aucune dictature et que personne ne sera plus fort que son peuple pour soumettre le pays à ce qu'il n'a pas choisi. 5 années de gouvernance entachées de plusieurs crises au sein des institutions. Le Front pose le diagnostic et exige un retour aux acquis de la conférence des forces vives de février 1990. Le Front pour la restauration de la démocratie, collectif de l'opposition, exige l'application immédiate des arrêts de la Cour africaine des droits et des peuples, demandant le maintien de la Constitution du 11 décembre 1990, l'organisation d'un dialogue inclusif de tous les acteurs de la vie politique aux fins de déterminer de façon consensuelle les modalités d'une élection pacifique et démocratique. L'abrogation de toutes les lois liberticides votées au Parlement pendant le mandat du président Talon, notamment la loi numéro 2019-40 du 7 novembre 2019, modifiant la Constitution du 11 décembre 1990, la loi 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral instituant le parrainage et la loi réglementant les droits de grève. Le respect des droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution et par les conventions internationales. Le retour de tous les citoyens béninois contraints à l'exil, la libération des prisonniers politiques, l'audit de la liste électorale permanente informatisée de manière consensuelle, la restitution et la garantie aux travailleurs de leurs acquis sociaux. Enfin, les signataires de cette convention exigent le respect strict par le président Patrice Talon de la durée de son mandat constitutionnel qui court du 6 avril 2016 à 0 heure au 5 avril 2021 à minuit, conformément au serment qu'il a prêté devant le peuple béninois. Le Front pour la restauration de la démocratie lance un appel vibrant au peuple béninois à rester mobilisé et prêt à reprendre le cours de son destin. Port de masques et désinfection des mains, Covid-19 oblige, ces personnalités politiques font bloc et scellent définitivement le pacte pour le retour de la démocratie et de l'état de droit au Bénin. Nous sommes dans le processus de l'addition et de la multiplication des forces. Nous sommes souvent taxés d'être brouillons au sein de l'opposition, désordonnés. C'est le même reproche qui est fait à toutes les oppositions. Sous Yahi, l'opposition était taxée d'être brouillonne et désordonnée. Elle a fini par
remporté la victoire contre le pouvoir Yahi. Aujourd'hui, nous sommes de l'opposition avec le président Yahi contre l'opposition d'hier. Donc nous sommes aujourd'hui assez optimistes par rapport à ce que nous sommes en train de mettre en place et nous y mettons toute la bonne volonté, sans prétention aucune, nous y mettons toute la bonne volonté pour arriver aux fins que nous sommes en train de poursuivre, c'est-à-dire la restauration des valeurs démocratiques, ce que nous avons connu jusque-là et qui a permis à la classe dirigeante actuellement au pouvoir d'être en train de nous opprimer dans ce sens. En attendant que d'autres partis et mouvements les rejoignent, l'opposition se prépare activement pour la présidentielle prochaine. Dans moins de 4 mois, Patrice Talon aura fait 5 ans à la tête du Bénin. Une gestion de 5 ans qu'en pensent les Béninois. Les avis divergent suivant cet élément. Pour moi, lorsqu'on parle de bilan, c'est la photographie à un temps donné. Et quand je prends par exemple dans le domaine de la politique, notre président a été excellent. Il a bien tenu la politique de notre pays. Mais lorsque on rentre dans les domaines sociaux, dans le domaine de l'éducation, ou dans le domaine de la santé, nous n'avons pas bougé. Et c'est regrettable que ces domaines qui concernent tous la population, on a eu beaucoup à déplorer des choses. C'est ainsi que dans l'enseignement, par exemple, lui-même a reconnu quand même qu'on n'a pas pu bouger parce que bon, les réformes ont titillé, on a tourné. On a tourné dans l'enseignement, les réformes n'ont pas abouti, les choses qu'on a données pour les jeunes, le classement qu'on a fait pour les jeunes, j'ai oublié le nom, ça n'a pas abouti. Beaucoup se sont retrouvés banalement au chômage avec cela. Nous allons prier pour que nos dirigeants nous écoutent et en voulant être excellents dans la politique, ne brimons pas les b.a.-ba de ce qui fait la démocratie réelle. Parce que lorsqu'on parle de la démocratie, c'est toutes les couches qui participent. Ce n'est pas le dirigeant. Le pouvoir centriste est terminé. Ce n'est plus d'actualité. Et lorsque on veut contrôler tout, on risque d'appliquer ce qu'on appelle, et les gens appellent habituellement de la dictature, et 5 ans de dictature. Ça ne donne rien dans le couche social. C'est un président hors du commun. Il a fait pour lui, on ne peut pas mentir. On a vu l'état dans lequel le Bénin était depuis 1960 à la prise de son pouvoir. Vraiment, c'est un monsieur qui a merveillé le Béninois. Parfois, elles m'ont dit la vérité. Le Bénin était dans un état critique, presque dans tous les domaines. Il est venu supprimer certaines choses où ce n'est pas admise pour la majorité parce qu'on se dit que le social est hypothéqué. Quel social on parle? Même l'emploi, ça ne se crée pas par l'État. Non, mais l'État crée les conditions favorables. On voit comment peut-on créer un emploi sans l'électricité, sans les voies? Comment? Dans quel pays il n'y a jamais eu d'emploi sans les infrastructures et l'électricité? Il est en train de partir d'un pas pour amortir ces choses-là. Vraiment, moi je vois presque dans tous les domaines, il a émerveillé, il a essayé de faire de son mieux. Le bilan est passable, mais je l'ai entendu dire que lui, le bilan est bien. Non, on ne peut pas dire que le bilan est bien. Lorsque, si vous analysez, en général, quand il est venu, les emplois, les licenciements, les gens travaillaient. Et les lois qu'il a prises sur l'embauche, précarisation de l'emploi, tout ça là, vraiment, ce n'est pas de nature à donner un bilan positif, bien comme il le dit. Et je prends aussi le secteur de la santé. Le fonds pour les indigents là, on ne le sent pas. On ne le sent pas, parce que quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, on ne le sent pas.
le projet H. Jusqu'à présent, ça n'a pas pris corps. Ça n'a pas pris corps. C'est vrai, c'est un bon projet. Mais il reste beaucoup à faire. Quand je l'ai entendu parler le 29 passé, mais je suis resté sur ma faim et ma soif. C'est vrai, côté asphaltage, il a fait des bonnes choses. C'est-à-dire, les travaux sont de qualité. Même si nous, on ne connaît pas le coût, mais les travaux sont de bonne qualité. Donc, s'il peut encore achever les trucs, parce que sur les 600 km qu'il a dit, jusqu'à présent, on n'a pas atteint d'abord les 300 km. Donc, vous voyez, les marchés, les 35 marchés dont il a parlé, jusqu'à présent, bon, c'est les maquettes d'abord, mais c'est en cours de réalisation. On ne peut pas, c'est pas dans les 5 ans là qui peut réaliser ça. C'est dans le futur. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Wait ici. Le taux de croissance est de 6,7%. Mais ce taux de croissance là, ce n'est pas inclusif. Parce que le panier de la ménagère continue d'être désespérément vide. La cherté de la vie. Vous voyez, tout coûte cher. Il y a les taxes, vraiment on ne comprend même pas ces taxes-là. Normalement, ces taxes-là doivent avoir des répercussions positives sur le citoyen lambda. Mais les gens crient, ça ne va pas. Donc le chef de l'État, si je veux le noter, donc c'est une mention passable. C'est une mention passable, il reste beaucoup à faire. Nous avons vu les gouvernements passer, depuis Manga jusqu'à aujourd'hui. Mais vraiment avec la rupture, nous avons senti que quelque chose a bougé. Quelque chose a bougé et ça nous enchante. Ça nous entend. Tu vois. Et surtout la rupture qui a éliminé nos habitudes mauvais passées. Tu vois. Donc si nous pouvons continuer avec, ce serait bon. La démocratie américaine vit une crise sans précédent. Donald Trump, le président, est mis en examen à quelques jours de la fin de son mandat pour insurrection après l'attaque du Capitole, le siège du Parlement américain, par ses partisans. Des hommes politiques qui se croient forts au point de remettre tout en cause. Même si les institutions ont résisté à l'assaut la plus violente de l'histoire contemporaine politique des États-Unis, ce n'est souvent pas le cas en Afrique, surtout francophone. Des institutions soumises à l'homme fort du moment, foulant ainsi au pied toutes les règles démocratiques, les principes élémentaires d'ailleurs. Sur ce plateau, je reçois Paul-Marie Wessou. Il est spécialiste de la langue anglaise, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, dont la thèse portait sur les questions de gouvernance d'État. Docteur Paul-Marie Wessou, bonjour. Bonjour Nelly, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'accepter répondre à nos questions. Merci à vous aussi, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Oui, je disais plus de 250 ans de démocratie. On ne pouvait pas s'imaginer que la crise allait s'inviter dans le processus électoral. Oui, il faut faire attention. Comme j'ai pris l'habitude de le dire, la démocratie est un système politique qui est tributaire des comportements humains. Tout comme aussi l'autoritarisme et le totalitarisme. C'est les deux qui s'opposent à la démocratie. Donc, la démocratie est un système qui est tributaire des comportements humains. Cela veut dire simplement que c'est ce que les hommes font qui donne le résultat qu'on a de la démocratie. Et ce n'est pas, disons, la première fois que la démocratie américaine fait face à cette crise-là, ce type exact de crise liée aux élections. On se rappelle que Nixon avait dû démissionner pour avoir espionné le parti républicain dans le temps. Et Nixon, c'est vrai, les situations ne sont pas les mêmes, mais les gens comparent aujourd'hui Nixon, la démission de Nixon, à la destitution que, Donald Trump court aujourd'hui. Donc la démocratie, ce n'est pas un système hacké.
Il n'y a pas d'acquis en démocratie. Il y a une construction permanente à faire. Même les institutions dont nous parlons souvent doivent être construites. Et quand on parle de construction, ce n'est pas les murs qu'on élève, ce n'est pas, disons, des personnes que l'on met là et qui, de façon indéfinie, vont pouvoir assurer la stabilité du système. C'est plutôt dans les structures sociales, dans les valeurs, dans les comportements que se construit le système démocratique. Et donc, moi, j'ai souvent dit que, bon, sans vouloir comparer la démocratie américaine à celle d'ici, il y a un élément commun à toutes les démocraties, c'est l'homme. L'homme et son comportement. Et c'est ce qui est arrivé aux États-Unis. Même moi, je sais que les États-Unis vont reprendre la main. Déjà, les États-Unis ont repris la main depuis un certain temps avec Biden, l'élection de Biden. Oui, l'élection, ça a été, mais c'est comme, on dirait, un accouchement très difficile. Et on a l'impression que le président actuel, le président Trump sortant, il a l'impression qu'il était au-dessus de tout. Et c'est là que je me dis, la notion d'homme fort en politique revient même aux États-Unis. Oui, la notion d'homme fort, c'est celle qui a fait l'objet de ma thèse à moi, l'homme fort, le strong man. Alors, l'homme fort est, disons, il faut d'abord comprendre l'homme fort pas à travers un individu, pas à travers Donald Trump, pas à travers... disons, les Mobutu, tous les hommes que nous connaissons. Non. L'homme fort, c'est une disposition socio-psychologique. Socio-psychologique, c'est-à-dire des traits de comportement d'un homme. Et il y a des hommes pour qui ont la boulimie du pouvoir. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est la boulimie du pouvoir. Il veut avoir la totalité du pouvoir. Mais il y a d'autres qui vont rester dans les normes que vous leur prescrivez. Et il y a d'autres qui vont, disons, même aller moins que les normes que vous leur prescrivez. Donc, tout part de la nature humaine. La nature humaine, vous le savez, la nature humaine a ces deux caractéristiques qui sont que l'homme peut faire du bien comme l'homme peut faire du mal. Et quand vous amenez le pouvoir, que vous associez le pouvoir à la nature humaine, vous voyez, il y a des comportements qui disons, prennent de l'amplitude lorsque le pouvoir s'associe à la nature humaine. Et donc, vous avez un homme qui va vous tenir un discours aujourd'hui, vous le voyez très beau, très chose là, très disons, normal, mais dès qu'il a le pouvoir, vous constatez qu'il y a un changement. Mais il y a un changement, mais ce n'est pas un changement en tant que tel. C'est justement que le pouvoir a cet effet-là d'amplifier le comportement réel de l'individu. Et c'est ça qui fait que nous voyons que donc il y a de ces hommes, quand ils prennent le pouvoir, et il se passe des choses qui dépassent l'entendement. Bon, moi, quand le président Trump a été élu, tout le monde disait déjà cela, que nous sommes entrés dans une ère qui va être difficile aux États-Unis. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi vous vous étonnez? Nous, on n'a fait que vivre ça depuis les indépendances. On n'a fait que vivre des hommes forts. On a vécu ça et ils ne comprenaient pas. Mais il y a, disons, de plus en plus, les Américains commencent à ouvrir les yeux sur les réalités de ce que nous vivons en Afrique, qui sont que les hommes forts, leur problème, c'est ceci. La première chose, c'est qu'ils ne respectent pas les lois eux-mêmes. Vous savez, ils ont ce que Nietzsche a appelé the will to power. The will to power, c'est une volonté excessive d'avoir le pouvoir. Et ils écrasent tout ce qui est dans l'entourage qui a un brin de pouvoir. Et donc, ça fait que la conception du pouvoir de l'homme fort est telle que il ne veut pas avoir de concurrent de pouvoir dans son environnement. Donc, le pouvoir pour l'homme fort est indivisible.
c'est un jeu à somme zéro. C'est-à-dire que ce que moi j'ai comme pouvoir, toi tu dois perdre ça. De sorte que dans l'environnement, vous n'avez pas, dans l'environnement de l'homme fort, vous n'avez pas quelqu'un qui puisse, disons, rivaliser avec lui ou dire je vais avoir un pouvoir pour le contredire, etc. Parmi les œuvres que j'ai étudiées pour ma thèse, il y a une qui parle énormément de cela. Il s'agit de Kongi's Harvest de Wole Soyinka, qui véritablement est consacré à cela. C'est pour cela que la littérature est une source vraiment de connaissances. Et je suis désolé, mais quand les gens banalisent la littérature, bon, on dit parfois que c'est des bavards, mais la littérature est une source, c'est vraiment la matière qui fonde les sociétés, la littérature. Et la littérature est au cœur même de la vie de tout le monde. Regardez par exemple, nous éduquons nos enfants comment? Quelles sont les valeurs que partagent nos enfants aujourd'hui? Si vous faites bien une étude aujourd'hui, vous allez voir que les enfants, ils connaissent les héros des dessins animés des Blancs, ils connaissent les héros les héros comme oui, les héros de Hollywood, et tous ces héros-là, ils les connaissent. Mais chez nous, quelles sont les valeurs qu'on leur apprend? Nous avons, comment dirais-je, un secteur de production littéraire qui est complètement à presque zéro. Dr Paul-Marie Wessou, nous allons revenir à la situation des États-Unis d'Amérique. Trump a obtenu plus de 70 millions de voix. Oui, ce sont 14 millions voilà, exactement. Plus de 114. 200 et quelques. Oui. 200 et quelques. Plus que Barack Obama en 2008. Oui. Ce qui voudrait dire que il n'y a que des Américains ont envie d'hommes qui est plus fort que le système, ou peut-être le système démocratique ne leur plaît pas autant. Non, ce n'est pas cela. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas du tout cela. Le système démocratique américain a 225 plus 1. Ça a résisté à tous les assauts de tous les systèmes autoritaristes ou totalitaires. Mais ça n'a pas résisté au populisme de Donald Trump. Ça a résisté au populisme. C'est pourquoi un autre est élu qui est plus poli dans la gestion du pouvoir. Ça a résisté. Mais 114 millions, c'est énorme. Oui, c'est 114... on s'attendait à ce que la vague bleue soit soulevée, mais... Oui, 114 millions d'Américains ont élu quelqu'un qui parle leur langage. Parce que le problème américain, c'est que la puissance américaine, l'État américain a été construit sur la dominance raciale. Et tout ce qui n'est pas blanc n'est pas au cœur du système. Vous voyez? Et tout ce qui n'est pas blanc est considéré comme citoyen de seconde zone. Il ne faut pas oublier l'évolution de l'histoire américaine. L'histoire américaine est telle que c'est les Blancs qui ont construit l'Amérique. Mais, je veux dire, qui ont été les leaders, de la construction de l'Amérique. Mais les Noirs, eux, ont été utilisés comme des esclaves de cette construction. Dans cette construction. Alors, cette division dans la pensée des Américains est demeurée. Elle est demeurée, et qui plus est, elle est demeurée, et c'est pour cela que vous voyez que la police tire sur les Noirs. C'est le même traitement que les esclaves avaient, que la police, disons, applique aux Noirs à ce jour. Donc, la façon dont on conçoit la société en Amérique, c'est que le blanc est supérieur. Le blanc se croit toujours supérieur et le noir n'a pas droit au chapitre, sinon que d'être un citoyen de seconde zone. Mais, malheureusement pour le blanc, depuis un certain temps, il y a une transformation démographique en Amérique qui fait que le noir, l'hispanique, les jaunes, tous les asiatiques, toutes ces races qui ne sont pas la race caucasienne, toutes ces races ont commencé à prendre en termes de nombre. Des États, on prend un État un peu comme Géorgie. Vous voyez, la Géorgie, c'était un État puissamment dominé par les Blancs,
mais qui démographiquement a commencé à connaître un changement où les Noirs commençaient à devenir plus nombreux. Il faut se rappeler que la démocratie américaine n'est pas devenue ce qu'elle est là du jour au lendemain. Il y a eu longtemps le vote des femmes a été longtemps dénié dans le système américain. Il y a seulement, disons, 100 ans sur 125 que les Noirs pouvaient commencer à voter. Vous voyez à peu près, voter. Je dis, on les compte comme des hommes, quoi. Il y a seulement 100 ans sur les 125. Donc, en les comptant, en ce moment, c'est qu'on les voit minoritaires. Et donc, avec leur lutte aussi, on a dû donc ouvrir. Et il faut reconnaître que c'est les démocrates surtout qui sont dans cette lutte-là pour faire l'ouverture, pour que les Noirs, les étrangers puissent avoir droit. Donc c'est ce qui justifie que Donald Trump puisse avoir autant de partisans et peuvent se permettre de remettre en cause. Non, justement, les partisans de Donald Trump sont les Blancs qui voient la vague des Noirs en train de prendre le dessus. Je ne sais pas si vous voyez. La vague des Noirs est en train de prendre le dessus. Et ils disent America. Quand ils disent America, c'est blanc. Pour eux, dans leur esprit, America is white. Exactement. Donc, ils sont en train de constater que les privilèges qu'ils avaient dans la société américaine sont en train de s'effriter. Et que les Noirs, les Hispaniques, tous les autres ont commencé à avoir le droit au chapitre. Et ça les frustre. Il y a eu, juste avant les élections, un événement qui peut-être est passé inaperçu ici, c'est que on était dans un jardin. Il y a un Noir qui est, disons, gardien. Il fait la sécurité dans le gardien. Et il y a une dame qui est venue dans le jardin avec son chien. Et le chien était en train de faire du désordre dans le jardin. Et le Noir, c'est le vigile, s'est approché et a commencé à dire à la dame de prendre soin d'eux. La dame a tout de suite pris son téléphone et a appelé la police pour lui dire qu'il y a un Noir qui est en train de l'attaquer ici. Ça fait un grand bruit en Amérique. C'est ça les privilèges. S'il l'avait fait il y a 10 ans, on viendrait prendre le Noir ou bien on l'aurait fusillé directement. Vous voyez à peu près. Ça fait un grand bruit en Amérique parce qu'on a dit, mais comment elle qui est en infraction va prendre son téléphone et appeler quelqu'un qui doit assurer la sécurité, appeler pour qu'on vienne, s'en prendre à quelqu'un qui doit assurer la sécurité des lieux. Et ça fait un grand bruit. Mais c'est ça le problème des Blancs. Ils ne conçoivent pas que l'Amérique devienne un territoire partagé par tous, avec tous ayant les mêmes droits dans la société. Et c'est cette vague-là qui est derrière Donald Trump. Donald Trump tient le langage exactement de cette vague. Vous allez voir, il a dit, les Noirs sont ci. Hey, ça fait, voyez-là, passer 4 ans au pouvoir à parler à cette base-là, à ceux-là, à leur restituer leur privilège, à leur parler, à dire, c'est vous l'Amérique, eux ils ne sont pas l'Amérique, ce sont des extrémistes, ce sont ci, ce sont ça. Donc, Donald Trump, il tient ce langage que beaucoup partagent en Amérique. Maintenant, quant à aller à la personnalité de Donald Trump en tant que, disons, homme fort, tout le monde ne partage pas. Dans les 74%, vous avez une minorité d'à peine, dans les 74 millions, vous avez une minorité d'à peine 5 millions qui peuvent être aussi extrémistes que lui, qui peuvent aller partout défendre Donald Trump sur ce plan. Mais il faut reconnaître, et il faut aussi faire cette précision, que quand on parle d'Amérique, on parle d'idéologie. Les 74 millions sont tous des républicains. C'est des républicains. Et les 74 millions sont des républicains et des centristes. Mais plus des républicains que des centristes. Parce que les centristes, la majorité, a basculé sur, les démocrates. C'est pour cela qu'on a près de 81 millions. Oui, même le vote des grands électeurs, c'est
306 pour Biden et 232 pour Donald Trump. Oui, exactement. Est-ce que cette notion d'homme fort qu'on dit, c'est quand même l'expression a remis légèrement en cause le processus électoral. Jamais dans l'histoire américaine, en tout cas contemporaine, même si ça a été de tout temps comme ça, on aurait vécu ça. Est-ce que c'est ce qui a amené l'impeachment actuellement en cours là? Oui, bon, il faut quand même faire une nuance. Le processus électoral américain n'a aucun problème. D'accord. C'est Trump qui a des problèmes. le processus, il y a vrai, c'est vrai, toute œuvre humaine, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais Trump, le président Trump s'est adressé à la justice. 52 procès en justice contre les élections. Et 52 ou 54, je ne me rappelle plus exactement, mais c'est plus de 50 quand même. Et dans chaque procès, il a été débouté un à un. Et parfois pas des juges que lui-même, et souvent même, on va dire, pas des juges que lui-même il a fait nommer. Ou l'a nommé, pardon. Mais si les juges nommés par Donald Trump voient que l'élection est correcte, ce n'est pas à nous de dire que l'élection n'est pas correcte. Moi, je crois que c'est Donald Trump qui a un problème. Il est parti dans cette élection en se disant qu'il allait gagner. Et il allait effectivement gagner jusqu'avant 2020. S'il y avait eu élection, il aurait gagné. Mais à partir de 2020 et à partir du Covid-19, où il a étalé son incapacité à contrôler ce mal qui tue les Américains et qui continue de les tuer jusqu'à le taux record de morts. C'est le pays le plus vulnérable. Oui, et le taux record, c'était hier seulement. Près de... Plus de 4 000. 4 000 morts dans une journée. Vous voyez? Donc, et ça, c'est dû au fait que la pandémie n'a pas été gérée de façon coordonnée par la Maison-Blanche et par l'ensemble des gouverneurs. Il n'y croyait pas au début. Bon, justement, et il a mobilisé tout un pan de la population, les 114 millions, une bonne partie des 114 millions, croient en ce qu'il dit. Et donc, ça fait que la pandémie a été un grand coup à sa politique, parce qu'en réalité, il a surfé sur la politique économique d'Obama et il a pu produire des résultats aussi, pas trop grands, mais qui ont fait qu'il y avait vraiment un bien-être économique dans le pays et qui pouvait le faire réélire. Mais la pandémie a tout basculé et c'est pourquoi il voulait ignorer la pandémie. Ignorer la pandémie et dire aux gens, écoutez, non, la pandémie c'est rien, mais ce qu'il faut regarder c'est l'économie, puisque moi, vous voyez... Il a obtenu de très bons résultats. Voilà. Donc vous constatez que s'il n'y avait pas pandémie, une bonne partie de ceux qui ont voté pour Biden n'auraient pas voté, ils ne se seraient même pas déplacés et on aurait eu un résultat où il a gagné. Voilà, il a eu du mal à accepter les résultats, même s'il l'a fait complètement vers la fin, mais on peut noter la résistance de ces institutions. On a parlé des juges en tant qu'institution judiciaire qui ont résisté à cet assaut du président. On parle du Congrès américain, c'est-à-dire le Parlement, l'exécutif, je parle donc le législatif, qui a résisté. Oui. En Amérique, chaque personne est habitée par des valeurs, des structures sociales. Il y a eu des structures sociales partagées, mais il y a que... C'est un pays, ils appellent ça bipartisan politics, okay? La politique avec deux partis politiques. Okay? C'est vrai, les gens disent souvent qu'il y a d'autres partis, c'est vrai, il peut y avoir un ou deux partis aussi qui sont choses-là, mais c'est très limité dans leur capacité à faire passer leurs opinions dans l'ensemble de l'Amérique. Mais les deux partis qui font passer leur opinion dans l'ensemble de l'Amérique, c'est le Parti républicain et le Parti démocrate. Mais
ils en sont arrivés là aussi, il faut le reconnaître, c'est pas que du jour au lendemain ils ont commencé comme ça. Il y a eu longtemps des hésitations, il y a eu longtemps de la corruption, on achetait les votes, on faisait ceci, il y a eu tout ça en Amérique. C'est pourquoi je dis souvent, notre expérience, elle n'est pas catastrophique, mais on peut l'améliorer. On va revenir à notre expérience tout à l'heure. D'accord. Mais ce qui est important, c'est que chaque personne est habitée par une valeur. Je défends l'Amérique parce que je crois que l'État ne doit pas intervenir dans les affaires de la société. L'État ne doit pas avoir des entreprises. L'État ne doit pas faire cela. Si vous prenez les républicains, c'est ça qui domine leur pensée. Je crois en un État faible. Je crois qu'on ne doit pas faire des avortements. Je crois qu'on doit, on doit pouvoir être un entrepreneur et libre d'entreprendre. Je crois en la liberté. Je crois qu'on ne doit pas dire à l'individu ce qu'il doit faire. C'est ça qui fonde le Parti républicain, par exemple. Et vous prenez tout politicien du Parti républicain, il partage ces valeurs-là. Donc, quand vous les nommez quelque part, il ne regarde pas un individu au pouvoir, mais c'est l'expression de cette de ces valeurs. Comment cette valeur gouverne le pays. C'est ça qui lui importe. Et ce qui fait que, lorsque vous avez un homme fort comme Donald Trump, qui se décide, disons, à sortir du cadre des normes, okay, c'est là l'une des caractéristiques des hommes forts. Ils ne respectent aucune norme. Ils ne respectent pas les lois. Ils ne respectent rien. Pour eux, ce qui compte, c'est eux et ce qu'ils disent. Point final. Alors, et quand Donald Trump, même pendant les élections, a nommé une juge, n'est-ce pas, à la Cour suprême. La Cour suprême, c'est là où il pensait vraiment que l'élection allait se jouer. Puisqu'il a pu avoir maintenant on a maintenant 6 républicains sur 3 démocrate à la Cour suprême. Donc, elle est conservatrice, celle-là. Et parmi ces 6 républicains, Donald Trump en a nommé 3. Donc, pour lui, c'est que quand tout va aller mal à tous les niveaux, quand il va arriver au niveau de la Cour suprême, et là, il va gagner parce qu'il y a des... Mais ces mêmes juges-là, ils n'ont même pas examiné la requête, parce qu'il a fait passer la requête par l'État de la Floride. L'État de la Floride assigne comment on l'appelle, l'État de la Géorgie auprès de la Cour suprême pour demander qu'on annule les élections donc en Floride en faveur et qu'on les proclame en faveur de Donald Trump. Et le jugement, ils ont reçu la requête. Et ils ont examiné, mais ils ne sont pas allés plus loin que ça. Ils ont simplement dit que la requête est irrecevable. Vous voyez à peu près. Ils ne sont pas allés au fond. Ils ne sont pas allés du tout au fond. Mais ils sont majoritairement républicains, ce que je vous dis. Ils sont majoritairement. Donc ce n'est pas l'individu qui est au pouvoir, parce qu'il est républicain, que je prends des décisions. Pourquoi? Parce que chaque acte que vous posez, et c'est ça qui est important, et c'est ce que moi j'aurais souhaité pour mon pays, les juges de la Cour constitutionnelle là, chacun qui prend une décision, qui vote, comment il vote, pourquoi il vote, nous devons le savoir. Parce que c'est ça qui est la transparence. Et parce que les juges sont sous surveillance par ceux qui leur ont confié ce pouvoir-là de prendre des décisions. Et donc, Donald Trump a vu ces requêtes à la Cour, 2 fois, ces requêtes à la Cour suprême rejetées, simplement par la majorité de personnes qui sont des républicains. Qu'il a lui-même nommé. Et on aurait aimé avoir l'exemple en Afrique. Malheureusement, les institutions en Afrique ne résistent pas. J'ai l'impression que, oui, là-bas on parle d'idéologie, mais ici, ça se résume à un seul homme. Non, mais le problème, ce n'est pas les institutions, ici c'est les hommes.
C'est pas les institutions. Les institutions, c'est quoi? Les institutions, on a mis un test là, on a mis un mini-meuble là, c'est tout. Mais c'est les hommes. C'est les hommes qui vous disent, lorsqu'ils ne sont pas encore au pouvoir, c'est ces hommes-là qui vous disent, écoutez, moi, j'aime la démocratie, c'est la liberté. Non, on ne peut pas toucher à nos libertés. Dès qu'ils tombent de l'autre côté, et c'est eux qui deviennent maintenant les bourreaux de la liberté. Vous voyez, c'est ça le problème. Le problème n'est pas un problème africain, c'est le problème de l'homme, de notre incapacité. Je vais vous donner un exemple très simple, hein. Un exemple en Afrique, hein, puisque vous avez évoqué l'Afrique. Un exemple, l'exemple de la Côte d'Ivoire. L'exemple de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous connaissez Paul Yaoundé. Paul Yaoundé, c'est l'ancien président du Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui était là quand on a fait les élections qui ont amené la guerre en Côte d'Ivoire. Alors, Paul Yaoundé, bien sûr, nommé par le président Gbagbo, a annulé les résultats que la CENI a donnés et qui donnaient Ouattara vainqueur. Paul Yaoundé a dit que dans telle zone, il en a nommé 9 et il dit que le vote dans ces régions-là était entaché d'irrégularité, donc on les annule 9. Et quand il annule les 9, les 54% que Ouattara avait en ce moment se sont effondrés et Gbagbo est passé devant avec 51%. Et le lendemain même, Paul Yaoundé, président donc de la CENI, a convoqué Gbagbo pour prêter serment, très rapidement, ce qui a été fait. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Jusque-là, on peut dire, il a peut-être truqué, il a peut-être changé les trucs. Pour moi, il n'y a pas encore de problème. Okay? Et puis, il y a eu la guerre. Parce que l'autre camp n'a pas accepté cela. La guerre a emporté près de 3000 personnes. 3000 personnes en Côte d'Ivoire. Et à la fin de la guerre, le même Paul Yaoundé vient s'asseoir pour recevoir la prestation de serment du président Ouattara. C'est inconcevable pour moi. C'est inconcevable. Vous voyez, même dans notre culture, ça n'existait pas. Les hommes se tuaient pour garder leurs valeurs. Les hommes se tuaient pour qu'on ne dise pas qu'ils étaient lâches. Les hommes se sacrifiaient pour montrer leur bravoure. C'était ça. Mais Paul Yaoundé est venu s'asseoir, le même qui a dit que Gbagbo était élu et qui a provoqué la guerre voilà, la perte de plus de 3000 citoyens, est venu s'asseoir pour recevoir la prestation de serment de celui qui avait dit qu'il était vaincu. Vous voyez, c'est la lâcheté là, c'est cette lâcheté qui est le problème de l'Afrique. C'est ça qui est le problème de l'Afrique. Et aujourd'hui, cela coule douce. Paul Yaoundé est vivant. Il est en Côte d'Ivoire. J'ai même appris qu'il enseigne dans les universités. Il a dit, mais quel drame pour l'Afrique. Qu'est-ce qu'il va enseigner, lui, à l'université? Et qu'est-ce qu'on fera, finalement? On fera de sorte que, dans nos pays, de plus en plus, des hommes qui pensent, en tout cas, moi, je le pense, moi, je le dis, hein, clairement, rien ne changera, moi, mes valeurs. Moi, je défends une valeur, je suis sur des plateaux. Il faut qu'en Afrique, il y ait de plus en plus des hommes qui défendent des valeurs, qui disent, moi, je regarde l'État, l'État doit fonctionner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, l'individu, voyez par exemple, dans notre pays, on a, ça peut-être, si vous m'invitez, on en parlera hein, de notre pays, parce que vous ne voulez pas qu'on parle trop de notre pays aujourd'hui, mais si vous m'invitez, on parlera de notre pays, de comment est-ce que nous avons érigé le président en un Tolegba. Excusez-moi le terme. En un fétiche. Oui, vraiment, comment nous avons érigé. Mais la constitution de 1990 n'a jamais dit d'ériger le président en un Tolegba ou en un fétiche. Jamais. C'est la constitution, la constitution, c'est presque la même chose que les États-Unis, à des différences près. Mais c'est les politiciens, et je peux vous décrire comment on en est arrivé là. Rapidement, on est en train d'aller au thème de notre émission. Bon, je peux en parler.
Brièvement, parce qu'on n'aura pas le temps. On aura le temps de faire je suis en train de faire de très longs travaux sur notre système politique, comment ça a évolué. Et quand on en est là où on en est maintenant, c'est complètement en bas. Maintenant, il faut repartir. On est aussi dans une crise démocratique. Je l'ai dit dans mon introduction, le Bénin aussi vit une crise démocratique. Oui, absolument. Mais vous savez, ce pays a été... On en est venu là. Le premier point de départ de là où nous en sommes aujourd'hui, c'est Soglo. Moi, je le dis, sous Soglo, on a eu, pour 3 années, on a eu la meilleure gouvernance démocratique que l'Afrique ait jamais connue. Avec des intellectuels qui défendaient leur cause, contre un président qui défendait aussi sa cause. Mais il est arrivé qu'en 1994, Soglo est allé à Goro, à la naissance de la RB, la Renaissance du Bénin, dire que désormais, la biche doit aller à la rivière. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça veut dire? Ça veut dire que si vous voulez être être en politique et avoir des marchés publics ou avoir des avantages de l'État, vous devez venir à la RB. C'était ça. Et c'est le début de tout le problème que nous avons eu jusqu'à ce jour. Et nous en sommes là aujourd'hui. Parce que juste après lui, ceux qui sont venus lui, il a commencé et il n'a pas pu, disons, s'enfoncer correctement dans cette option. Et il y a eu une élection en 1995 qui lui a encore opposé un autre parlement, vous voyez. Mais ceux qui sont venus après lui ont appliqué exactement cela. Et c'est ça que nous appliquons depuis 1994 jusqu'à ce jour. Et nous voilà, nous sommes dans la crise, les États-Unis dans la leur, la démocratie béninoise, ça vibre, ça fait peur. Les élections sont là, c'est dans quelques mois. Vous allez profiter de votre mot de fin pour nous dire comment on peut légèrement s'en sortir. Parce qu'il faut poser le diagnostic, il faut vraiment trouver les solutions pour pouvoir redémarrer. Bien. Moi, je crois qu'on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Et il y a 2 pôles pour nous faire sortir de cette situation. Le premier pôle, c'est les politiques. Vous voyez, les 2 partis se tirent là-dessus. Mais moi, je pense qu'ils doivent se retrouver très rapidement. Sauf que le problème qu'il y a, c'est que ceux qui sont autour du président de la République actuelle ont déchiré notre parchemin sur lequel nous avons écrit que le consensus national est ce qui nous permet d'aller de l'avant. Non, même laisser les lois et tout ça là, c'est les hommes. Les hommes. Oui, voilà, les hommes. C'est ça, parce que c'est ce concept de consensus national qui a fait que c'est Kérékou qui l'a institué. Donc ce n'est même pas un truc qui est inventé par quelqu'un. C'est Kérékou qui l'a institué, qui regardait les gens de la conférence nationale, ceux qui on lui a dit, mais tu pouvais faire déferler une bombe et les détruire une fois pour de bon. Et il pouvait le faire parce que parmi ceux-là, il y avait des gens qui avaient amené des mercenaires ici, il y avait des gens qui ont fait des choses, mais il les a regardés et il dit, j'accepte ce que vous avez dit. Ce sont ses ennemis. Et pourtant, il a dit ça. On a fait une élection qu'il a perdu, vaille que vaille. Il a dit, j'accepte de partir. Il a fait 5 ans sans critiquer, sans dire mot sur ce que son successeur faisait. Et donc, c'est ça qui a institué le consensus national. Si les gens n'ont pas la mémoire, parce qu'il y a des gens qui ont perdu la mémoire dans notre pays et qui, malheureusement, c'est eux qui parlent le plus à tout le monde. Mais si les gens n'ont pas la mémoire, ils n'ont qu'à retourner dans le passé. Et savoir que c'est ça. Moi, ce que je veux dire, pour conclure, c'est que nous avons des enfants. Vous avez un enfant, moi aussi j'ai des enfants. Tout le monde de mon âge, nous avons tous des enfants. Et nous ne voulons pas que les politiciens fassent que nous soyons obligés de nous mettre sur des routes pour ne pas dormir chez nous. Parce qu'on a fini par débarquer l'armée et puis ça tire à gauche, à droite. Nous ne voulons pas cela au Bénin. Ils ont l'obligation de nous trouver une solution à ce problème. Maintenant, comme je le dis, c'est le premier niveau pour trouver la solution. Mais si eux ne le trouvent pas, je demande à la population, dès qu'il y a élection, sortez massivement pour aller voter dans une direction
Ou vous pensez que nous irons de l'avant sans nous tirer là-dessus, parce que nous n'avons pas créé une civilisation de gens qui se tirent là-dessus lorsqu'il y a un problème. Nous avons créé une civilisation de dialogue. Docteur Paul-Marie Ouessou, on aura encore l'occasion de vous recevoir pour développer de long en large ce sujet que vous venez d'évoquer. Merci à vous. Merci d'être passé sur notre plateau. Et c'est la fin de nos échanges avec Docteur Paul-Marie Ouessou, spécialiste de la langue anglaise, enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi. Ses travaux de recherche ont porté sur les questions de gouvernance d'État. Eh bien, c'est la toute dernière rubrique qui vient mettre un thème à notre numéro de l'actualité de ce jour.